VAD, donc la Ville Aménagement Durable, est un centre de ressources en région Rhône-Alpes pour la qualité environnementale du bâtiment et de l'urbanisme. J'en suis encore administrateur et VAD est partenaire de la Biennale de l'habitat durable à Grenoble, laquelle la première édition a eu lieu il y a 2 ans. C'est la seconde édition ici, dans cette ville, qui a créé autour de ça une véritable dynamique. Et VAD a proposé, pour cette occasion-là, d'organiser une rencontre autour de l'actualité du Grenelle. Ce Grenelle qui a mobilisé énormément de personnes, d'organisations, d'organismes, et qui effectivement aujourd'hui rentre dans une phase qui se traduit par des textes législatifs qui sont en cours d'écriture, qu'on peut déjà trouver pour certains, et qui peuvent ou pas être l'aboutissement de tout le travail qui a été engagé. Et pour redonner les principales étapes en 2 secondes, le Grenelle a vraiment été lancé donc en juillet 2007. De juillet à octobre, il y a eu une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble, c'était pas seulement les administrations pour une fois. Donc il y avait aussi les ONG, il y avait aussi les syndicats, il y avait aussi les patronats, il y avait vraiment tout le monde autour de la table. Et c'est un élan qui est parti et sur lesquels des professionnels se sont mobilisés, dont ceux du bâtiment, effectivement, et du cadre de vie, et qui ont abouti effectivement à fin octobre, 27-28 octobre, à ce qu'on a appelé une restitution faite par le président de la République, qui a donné une espèce de feuille de route pour ensuite mobiliser cette fois d'une manière opérationnelle les moyens autour des objectifs qui étaient arrêtés dans cette table ronde. C'est ce qu'on a appelé les COMOP, comités opérationnels, pour cette fois donner un contenu à des grands objectifs qui avaient été arrêtés pendant les tables rondes. Ces COMOP ont fonctionné d'environ mi-décembre jusqu'à fin mars, pour certains un peu plus tard, donc pendant 3 à 4 mois, avec des rythmes de réunion très soutenus, beaucoup de contributions d'un certain nombre d'acteurs. Bon, pour nous, le cadre de vie, on a été pour une part acteurs de ces COMOP. Et puis maintenant, nous sommes rentrés dans la phase où ce travail est terminé et va suivre derrière, suit en ce moment, l'écriture des lois. Le travail législatif est en cours. 2 textes sont d'ores et déjà rédigés, ce qu'on appelle le Grenelle 1 et le Grenelle 2. Grenelle 1 étant public, on peut le trouver aujourd'hui sur le site et on peut le commenter. Il y a 44 articles là-dedans qui sont une espèce de patchwork qui reprennent le travail des 33 COMOP, hein, dont un certain nombre nous concernent directement. Et puis ensuite, une Grenelle 2 qui est beaucoup plus technique et qui traduit presque article par article le contenu des 44 articles. Il y aura une Grenelle 3. Alors celle-ci devait être votée avant l'été, on ne sait plus trop, parce qu'il y a quand même un certain nombre de réactions sur les textes. Et puis il y a un Grenelle 3 qui devrait arriver effectivement à l'automne pour boucler à la fin de l'année l'ensemble du cadre législatif autour donc de cette initiative qui a démarré en juillet 2007. Alors quels sont les COMOP que nous avons invités ce soir, des représentants des COMOP que nous avons invités ce soir? Ce sont ceux qui effectivement touchent le cadre de vie. Alors en tout premier, il y a le COMOP 1 qui s'appelle Bâtiments neufs, publics et privés, et dont le pilote était M. Alain Mogard, président du CSTB, qui est avec nous ce soir. Pour le COMOP 2, logements sociaux et rénovation urbaine, qui était piloté par Philippe Van de Meel, ancien directeur de l'ANRU. Nous avons invité Nadia Mabil, qui est donc de la communauté urbaine du Grand Lyon, mais qui s'exprimera ce soir au titre de l'Association des communautés urbaines françaises, qui réunit 14 des plus grandes communautés urbaines, et donc qui a participé au travail de plusieurs COMOP, enfin en tant qu'association. Ensuite, nous avons le COMOP 3, qui traitait des bâtiments existants, qui était piloté par Philippe Pelletier, président de l'ANH. Ici, c'est Olivier Sidler qui a travaillé beaucoup sur ce COMOP, qui va nous rejoindre, qui est dans les bouchons, il m'a prévenu, il arrive.
Donc, il va nous rejoindre à cette table. Le COMOP 7 était également d'un grand intérêt puisqu'il traite du transport urbain et périurbain, avec un pilotage général par le ministre lui-même, Jean-Louis Bourlou, son secrétaire d'État, Dominique Bussereau, et Monsieur Michel Destaut, président du GART, maire de Grenoble, qui est avec nous ce soir. Et enfin, le COMOP 9, urbanisme, qui était piloté par Jean-Paul Alduy et Michel Piron, et pour lequel il y a eu des contributions fortes donc de Philippe Madec, qui est ici aussi à la table. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette rencontre. Et pour lancer les débats, pour commencer à introduire tout ça, nous remontons un tout petit peu dans le temps. Nous sommes fin août 2007, fin juillet 2007, et Françoise Hélène Jorda est contactée pour effectivement établir un premier rapport sur le bâtiment dans le cadre de cette dynamique du Grenelle. Et elle va vous présenter effectivement pendant une vingtaine de minutes le contenu de ce premier travail. Françoise. Ça marche, c'est parfait. Bonsoir. Oui, alors effectivement, fin juillet 2007, je crois que c'était le 27 juillet 2007, je reçois un coup de téléphone me disant que le ministre que je ne connais absolument pas veut me voir. Et j'y vais absolument ravie, ne sachant pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée, bien que ce ne soit pas très dangereux, mais bon, il y a pire, voilà. Et je passe donc une heure et demie avec lui, dans une conversation tout à fait remarquable et dont je me souviendrai longtemps. Voilà. Et à la fin de cette conversation, Jean-Louis Borloo me dit écoutez, madame, ça fait 20 ans que vous vous battez ou plus pour ces sujets de développement durable. Alors maintenant, je vais vous demander de passer à l'action, c'est-à-dire que voilà, ce que je voudrais, c'est que d'une part, vous rédigiez un rapport pour le 15 septembre, on est le 27 juillet quand même, pour le 15 septembre, sur l'ensemble de l'état de la construction en termes de développement durable, construction au sens de logement, tertiaire et bâtiments publics, sur le sujet de la rénovation de ces bâtiments, l'état des choses, mais également que vous mettiez en place que vous me listiez les objectifs à atteindre et toutes les modalités à mettre en place, pour changer cet état de choses. Voilà. Donc ça a été un travail extrêmement dense que je n'ai pas fait toute seule, bien entendu. Et il y a Christian qui est là, Philippe Madec, Daniel Fauré qui est écrit quelque part par là, qui font partie de la vingtaine d'experts que j'ai contactés. Pour m'aider à faire cette rédaction. Donc j'ai rendu ça le 15 septembre au ministre, qui m'a reçu à nouveau très longtemps pour que je le lui expose, qui a dit, je peux le dire parce que c'est important de le savoir, que c'était remarquable, donc il était tout à fait en accord avec ce que j'avais écrit et proposé. Et puis ensuite qui m'a demandé de continuer à en parler, à faire du tam-tam, c'était son expression, c'est-à-dire aller le proposer, aller l'expliquer. Donc c'est un travail que j'ai fait pendant tout l'automne, auprès de la Fédération française du bâtiment, auprès de la Fédération des SIC, auprès de différents investisseurs, de différentes grands industriels, pour essayer de rassembler un petit peu autour de ces idées d'autres partenaires en dehors des experts du domaine. Voilà. Alors, je vais vous dire grosso modo le contenu de ce rapport qui fait une 30aine de pages. Je crois qu'il est toujours à disposition sur le site du Moniteur. Alors, la première partie sont donc les objectifs à atteindre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est donc d'abord en matière de consommation d'énergie, bien entendu, le problème du facteur 4, divisé par 4 l'énergie consommée par les bâtiments. Ensuite, favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable, bien sûr, au niveau de l'énergie. Le deuxième point, c'est en réduire l'énergie grise induite par la construction. Ça, c'est un sujet très, très important. Moi, j'ai attaqué le rapport en me disant il y en a assez qu'on ne parle que de l'énergie. C'est bien, mais c'est presque quelque part acquis déjà. Donc, il faut vraiment s'attaquer aux autres sujets. Donc, réduire l'énergie grise induite par la construction, mais surtout, le troisième point, c'est en matière d'autres ressources. On sait qu'aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai développé dans le rapport,
que les ressources sur la planète, on vient enfin de comprendre, sont limitées. Et on le sent aujourd'hui très nettement au niveau financier. Encore tout à l'heure dans le train, on parlait de l'augmentation de l'acier prévue au 1er juin de 22%. Bon, alors il peut y avoir des techniques politiciennes, pas politiciennes, mais économiques pour essayer de chauffer un marché. Mais malgré tout, ça correspond à une réalité. Donc le sujet des matériaux en particulier, en essayant de faire augmenter massivement l'utilisation des ressources renouvelables dans la construction. D'autre part, de systématiser l'utilisation d'éléments de construction démontables et réutilisables. Ça, c'est une urgence aujourd'hui, bien évidemment, pour pouvoir récupérer toutes ces ressources qu'aujourd'hui, qu'on fige dans des bâtiments et dont les générations futures n'auront malheureusement bien souvent plus la disponibilité. Et c'est un élément aussi écrit dans le rapport de manière un peu claire et que j'ai bien présenté au ministre, c'est que le bâtiment doit être raisonné à plusieurs siècles de vie, forcément. Favoriser le recyclage des matériaux non renouvelables et non réutilisables. Réduire massivement l'emploi de matériaux issus de ressources non renouvelables, non démontables et non réutilisables et non recyclables, c'est-à-dire vraiment être très sévère quand on utilise des ressources et qu'on ne donne à aucun moyen aux générations futures de les retrouver. Réduire ou interdire l'emploi de matériaux nuisibles à la santé. Les ressources en eau, bien entendu, réduire la consommation d'eau, récupérer les eaux de pluie, informer sur la quantité d'eau incorporée dans les matériaux. On sait que pour faire de l'acier, il faut des quantités d'eau aussi relativement importantes, c'est-à-dire avoir vraiment une vue globale, holistique, comme dit notre ami Dominique Gomez-Muller, qui a travaillé aussi avec nous sur ce rapport. La ressource en sol. Alors, en dehors des sujets d'urbanisme, qui ne faisaient pas partie de mon rapport, réduire l'impact au sol des bâtiments, bien entendu, en favorisant donc la densité et la compacité, et préserver et améliorer sur la parcelle les écosystèmes. Les ressources en air, bien sûr, réduire la production de gaz à effet de serre, c'est évident, tout le monde sait ça, mais aussi assurer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Et enfin, le dernier chapitre en matière de confort et santé, globalement, c'est assurer, bien entendu, les éléments nécessaires à la santé, mais surtout établir, recueillir et organiser les connaissances sanitaires que l'on a aujourd'hui. Ce qui m'avait aussi extrêmement frappé, c'est l'absence. On est dans une situation par rapport à l'Europe, je juge très précisément maintenant 18 ans de retard par rapport à l'Allemagne, par exemple. Si j'ai écrit ce rapport, c'est parce que j'ai eu la très grande chance, pendant 20 ans, de beaucoup travailler en Allemagne et en Autriche et diriger un département à l'Université technique de Vienne, où je m'occupe plus spécialement des questions de développement durable, mais en partenariat avec des industriels et avec un laboratoire de recherche. Et je sais le retard que nous avons ici. Donc, la situation actuelle, c'est effectivement un retard extrêmement important par rapport aux autres pays européens. On est totalement sous-développé par rapport aux pays du nord de l'Europe. D'autres sujets extrêmement importants au niveau des obstacles à levier. D'abord, des labels et des certifications divers, complètement éparpillés. On a tout. On a des labels, des certifications, la fameuse HQE, des habitats et environnement, enfin toute une série aujourd'hui de labels. On utilise même en plus des labels à l'étranger. On se gêne pas parce qu'on trouve pas en France de quoi nous satisfaire. Alors après il y a les Effinergie, les Minergie, les LEED, les SB2, les BREEAM, etc. On ne sait plus où on en est. Donc ça c'est un sujet extrêmement important qu'il faut régler, cette diversité de labels qui sont incomparables les uns par rapport aux autres, donc un maître d'ouvrage face à ça est bien entendu complètement désorienté. De très nombreuses institutions, l'ADEME, le CSTB, le PUCA, l'Agence pour la qualité de l'air intérieur, la SFET, etc. Donc toute une série aussi d'organismes qui ne sont pas fédérés, qui ne travaillent pas ensemble. Et puis alors sur le plan local, toute une série d'initiatives, bon là Christian le sait bien, toute une série d'initiatives qui émergent de partout, parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui on est dans le top-down et pas dans le bottom-up, pour reprendre certaines expressions. Et alors que au niveau local, il y a des initiatives extrêmement ambitieuses, très sérieuses qui se développent, à un plan national, on n'a pas du tout cette ambition-là. De très nombreuses associations, bien entendu, en plus, qui travaillent sur le plan national, sur le plan local ou régional sur le sujet. Ça, c'est une difficulté. C'est une richesse, mais ça peut être aussi une difficulté. Une troisième
problème, c'est le positionnement des concepteurs et des réalisateurs. Alors, des architectes qui se sentent très concernés, bien entendu, des ingénieurs et des techniciens du bâtiment qui sont vraiment en mal de formation, voire pas formés du tout. Même souvent ce qu'on appelle un bureau d'études HQE a très peu de compétences, faut quand même le dire. Enfin, en matière d'énergie éventuellement, mais dans le reste, fort peu. Des bureaux de contrôle, n'en parlons pas, qui ne comprennent pas ce dont on parle. Des programmistes et des économistes qui, alors c'est encore pire, on va dire. Enfin, je ne vais peut-être pas continuer dans l'échelle de progression, mais il faut dire les choses quand même. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on n'est pas bon. Des entreprises qui ne sont pas prêtes, pas du tout, mais parce qu'elles n'ont pas d'expérience et fort peu de concurrence. Une absence pratiquement totale de formation des personnels, en particulier qui entretiennent les bâtiments. Et puis une diminution flagrante de la qualité des constructions dans notre pays depuis 20 ans. La suppression d'énormément de savoir-faire. Un gros problème lié au positionnement des maîtres d'ouvrage, qui pour un certain nombre sont très sensibilisés, et on entend plein de choses. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs comme Bouygues qui ont monté même eux-mêmes des labels privés, comme Green Office. Alors, il y a les labels locaux, les labels nationaux, les labels étrangers. Maintenant, il y a les labels privés. On ne sait plus bien où on va. Face à des problèmes de budget ou de financement aujourd'hui, pour financer ce qui reste malgré tout un surcoût, il ne faut pas le nier, c'est important de le dire. Face à des possibilités de certification en multiples, alors on peut tirer au choix. Puis il y en a qui sont à la suite. Aujourd'hui, si vous voulez avoir par exemple des financements EDF pour votre centrale de photovoltaïque, il vous faut absolument le label BBC. Même si vous êtes bien en dessous du label BBC, c'est-à-dire bien plus performant qu'un label BBC, vous êtes obligé de demander le label quand même. Et il faut demander aussi le label HQE, même si vous n'êtes même pas d'accord avec ça. Et voilà. Alors que vous êtes beaucoup plus efficace que ça. Donc on est dans un système qui freine vers le bas. Donc des possibilités de certification extrêmement multiples, disparates et qui coûtent toutes très cher. On est pénalisé par un mode de calcul de la surface habitable par rapport à la chaîne qui est absurde. Dès qu'on épaissit des parois, les investisseurs, eux, sont pénalisés. On est face à une appréhension des usagers qui ne savent pas ce que c'est. Donc ça leur fait peur. Un locataire ou un propriétaire, dès qu'on lui dit votre bâtiment, il va être un peu différent. Donc il y a des angoisses, on manque terriblement de pédagogie, de démonstration et des contradictions de réglementaires énormes. Un autre problème, c'est une réglementation qui est souvent cantonnée au seul problème de l'énergie consommée. Le moteur de la RT 2005 est catastrophique. Cette réglementation thermique n'est ni ambitieuse, ni adaptée, ni réaliste. La réglementation thermique actuelle présente de nombreux écueils. Je dis ce que j'ai écrit, c'est public. Bon. Le moteur de calcul est extrêmement complexe. C'est une boîte noire dans laquelle on ne peut pas rentrer, et qui offre de très très gros désavantages et qui n'est pas réaliste par rapport au problème effectivement de l'évaluation des capacités thermiques d'un bâtiment, qui survalorise les installations techniques par rapport au sujet de l'enveloppe du bâtiment qui devrait être une priorité, qui pénalise tous les systèmes innovants, voire certaines énergies renouvelables. Voilà. Les réglementations en place dans d'autres pays d'Europe sont bien plus ambitieuses, bien entendu. L'absence totale de réglementation en matière d'autres ressources. On peut utiliser toutes les ressources de la planète, même les plus rares, sans qu'il n'y ait absolument aucune discussion dessus. Un sixième point important, c'est des labels qui sont multiples et totalement inadaptés, donc la certification HQE en particulier, qui est totalement inefficace, voire perverse, puisque quand on est certifié HQE, on dit qu'on est un bâtiment de haute qualité environnementale, alors que c'est pas vrai. Voilà, donc ça c'est extrêmement grave. Elle est inefficace et elle est très en dessous, bien entendu, de toutes les autres certifications existantes dans d'autres pays européens. Un autre problème, c'est donc la multitude des autres labels ou certifications. J'en ai déjà parlé. HPE, THPE, THPE, NR, BBC, Finergie, etc. Les labels étrangers. Moi, je travaille en ce moment à Monaco avec le SB Tool. Alors, c'est encore autre chose. C'est bon, voilà. Alors, face à tout ça, vous avez vu que j'étais très en colère quand j'ai écrit tout ça. Je le suis toujours, je vous rassure. Je le suis toujours, c'est-à-dire que je pense que c'est une urgence et qu'il est urgent de réagir de manière presque violente. C'est le seul moyen de s'en sortir. Donc, les mesures que j'ai proposées. Alors, d'abord,
former les acteurs de toute urgence, alors les concepteurs en priorité, bien entendu, les étudiants. Quand je vois, moi, ce que je peux faire, je suis désolée, je vais parler de moi, mais en Autriche, à l'université, dans mon laboratoire, avec mon département, ce qui se fait dans beaucoup d'écoles d'architecture, c'est des rien. Il y en a qui font des choses, mais beaucoup ne font absolument rien au niveau de la formation. Former surtout les formateurs, parce qu'on a un problème, on n'a pas de formateurs. Parce qu'on n'a pas de retour. C'est normal, tout ça. On n'a pas d'expérience en France. Donc, on n'a pas de retour sur expérience, donc pas de capacité de montrer, d'expliciter et de travailler avec ça. Une autre urgence, c'est de mettre en place des outils de partage des connaissances, de mettre en ligne et en commun les recherches et les retours sur expérience. C'est évident. Moi, j'avoue, quand aujourd'hui je fais des bilans d'empreintes écologiques sur les bâtiments que je construis, eh bien, je vais consulter les bibliothèques auxquelles j'ai droit en tant qu'Autrichienne à Zurich, à Munich et à Vienne. Voilà. Et je tape sur mon petit moteur de recherche et j'ai immédiatement la quantité de NO2 produite par 1 kilo de tel matériau disponible sur le marché. C'est quand même, et ça c'est rien. Il suffirait simplement de l'acheter d'ailleurs chez aux Autrichiens par exemple. Hein? Ça serait pas très compliqué. On est en Europe ou on n'est pas en Europe? Bon. Revaloriser et renforcer les compétences des concepteurs en matière de réhabilitation. La réhabilitation est vraiment le sujet de demain. C'est le sujet essentiel pour essayer de faire diminuer l'impact de nos constructions existantes. La formation des utilisateurs, donc aussi des bâtiments construits, la formation des entreprises, il est urgent de former les ouvriers du bâtiment. Une deuxième chose extrêmement importante, c'est mettre en place, moi, ce que j'ai appelé un label DDC, qui est un label de cotation, le label développement durable de la cotation. Pas une certification. Les certifications sont des effets catastrophiques et souvent pervers. Il faut arriver à coter les bâtiments. Il faut arriver à mesurer leur empreinte écologique selon tous les items du développement durable et pas seulement les sujets d'énergie tels que souvent on le trouve aujourd'hui. Ce label, il est assez simple à mettre en place parce qu'il y en existe plein d'autres partout autour de l'Europe. Il en existe plein en France qui sont en train de se mettre en place. Il faut utiliser les savoirs et les compétences existantes, rassembler tous ces gens-là pour mettre ensemble une simple grille d'évaluation et de cotation que du coup, on pourrait moduler selon les usages et les régions climatiques, qui pourrait du coup intégrer en quelque sorte les exigences locales qui pourraient se retrouver à l'intérieur de cette grille de cotation et qui permettrait du coup de comparer assez facilement les exigences d'une région par rapport à une autre, dans un climat ou une autre, ou une culture ou une autre. Donc ça, ce label pourrait en plus être évolutif, c'est-à-dire qu'il permettrait d'être adapté. D'abord, il pourrait monter en puissance au niveau des exigences, et en plus, il pourrait être actualisé dans sa cotation et ses thématiques selon les urgences du moment et du contexte, et qui pourrait donner des droits à des aides. Alors, on pourra reparler ça. Les derniers chapitres sont plus classiques. Mettre en place une réglementation thermique ambitieuse, c'est repris pour l'essentiel dans le projet de loi. Je crois que là, il y a une conviction qui est tout à fait partagée. Exiger la réhabilitation thermique des bâtiments existants courants, ça fait partie aussi des propositions qui ont été faites par le COMOP et qui vont dans le bon sens. Je crois qu'on a compris que c'était une urgence, bien entendu. Ce que je proposais en plus, c'est vraiment de s'intéresser aussi au patrimoine architectural protégé, y compris aux monuments historiques, parce que c'est quand même un sujet, et puis d'agir dès le départ, c'est-à-dire au niveau du permis de construire et de démolir, en essayant de faire en sorte que chacun, même celui qui construit sa maison individuelle, qu'on ne lui demande pas forcément de rentrer d'aller chercher des experts incroyables et des ingénieurs pour faire des choses pas possibles, mais lui faire prendre en compte et exprimer et prendre ses responsabilités en matière d'utilisation des ressources. Je crois que c'est ça qui est le plus important, quelque chose qui soit affiché sur le chantier, qu'on sache très exactement pour quelle opération, combien de ressources sont utilisées, quelles seront les consommations attendues, quelles sont les performances en termes de développement durable de chaque construction. Voilà. La troisième chose qui me semblait, une autre chose qui me semblait très importante, le point 7, c'est mettre à niveau les techniques et matériaux de construction. On est dans un retard terrible. Quand on voit sur des opérations qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne peut même pas utiliser du matériel étranger
allemands, autrichiens, suisses, qui sont très performants dans nos constructions parce qu'ils ne sont pas autorisés, homologués en France. Alors bien sûr, on va me dire que les Suisses construisent très mal, hein. Tout le monde le sait, donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Ça doit être pour ça. Alors qu'on pourrait tout simplement accepter toutes les homologations des autres pays européens. On est en Europe encore une fois ou pas? On est encore en train de protéger nos savoirs et nos entreprises locales. Et face aux enjeux dans lesquels on est, je crois que ça, il faut le laisser de côté de toute urgence. Renforcer la filière bois, bien entendu, inciter la préfabrication et inciter à la valorisation des produits issus des recyclages, informer, etc., faciliter la prise de risque, etc. Et ce que m'avait demandé le ministre de décrire, créer une agence gouvernementale pour le développement durable, au niveau de la construction, bien entendu, qui serait amenée enfin à travailler en partenariat avec tous ceux qui ont déjà fait, qui continuent à faire, un peu partout, en France, à l'étranger, et aussi avec les institutions européennes, et pas seulement chez nous, franco-français, voire à Paris. Merci. Merci Françoise. Pour lancer un débat, je crois qu'il n'y avait pas mieux. On la connaît et elle est fidèle à son image. Bon, on a deux grands pressés et par conséquent, dans cette deuxième partie, après cette introduction, on va avoir 5 séquences de 10 minutes pour les 5 intervenants, justement pour qu'ils nous relatent un peu le travail des COMOP, donc un petit peu après cette table ronde qui avait eu lieu fin octobre. On va commencer par le président du CARD, Michel Destaut, parce qu'il a d'autres impératifs derrière. Puis ce sera Alain Mogard, qui lui aussi devra nous quitter en milieu de séance. Quand on aura fait ce travail donc de 5 fois 10 minutes sur le retour de ce dernier trimestre, hein, on aura derrière une grosse heure pour avoir un échange entre participants d'une part, et puis avec la salle, puisque évidemment que toutes les questions seront les bienvenues pour qu'on puisse alors aller jusqu'au projet législatif. Monsieur le maire. Bien, merci à vous, à VAD, à vous, Monsieur Charignon, pour l'organisation et la préparation de cette table ronde. Merci à l'école d'architecture et à son directeur de nous accueillir ici. Alors, vous voulez que je rapporte sur le COMOP 7. Je l'ai coprésidé, comme vous le rappeliez, avec les deux ministres, Jean-Louis Borloo et Dominique Bussereau, COMOP qui portait sur les transports urbains et le périurbain. Alors, évidemment, tous les COMOP sont à égalité d'intérêt, d'importance. Il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que, notamment dans les transports, chacun comprend bien que c'est un secteur qui est extrêmement populaire, donc qui peut être approprié par la population, mis en mouvement et suivi évidemment de très près. Et deuxièmement, parce qu'il est très caractéristique, très emblématique du développement durable. Très populaire, on le sait, 60% de nos concitoyens vivent dans les grandes villes agglomérations, 80% dans les villes, et donc c'est un élément constitutif, les déplacements, de leur vie quotidienne. C'est aussi évidemment très caractéristique, très emblématique du développement durable dans sa conception la plus noble, la plus complète. C'est évidemment en matière d'environnement un élément central pour lutter contre les gaz à effet de serre, lutter contre la pollution, contre la congestion. On ne redira jamais assez qu'il y a aujourd'hui des risques sanitaires considérables à maintenir des politiques qui ne soient pas suffisamment alternatives à l'utilisation de la voiture en solo dans nos villes. 6500 décès par an relèvent justement de cette pollution urbaine liée essentiellement à l'utilisation de la voiture. Et nous voyons que c'est autant que sur les routes. Ce qui a été l'objet d'une mobilisation à la demande du président Chirac doit être d'une même importance en ce qui concerne les déplacements en milieu urbain. On ne le redira jamais assez. Mais c'est aussi très caractéristique d'une dimension sociale. On ne redira jamais assez que, faute de transport public, un quart de notre population dans une agglomération comme l'agglomération grenobloise, qui n'est pas la moins aisée de la population française, faute de voiture, n'aurait pas la possibilité, s'il n'y avait pas des transports en commun, transports publics, de pouvoir se déplacer, ce qui serait évidemment une limitation considérable pour la vie de ces gens-là.
Et puis, c'est une dimension économique de toute évidence. Aujourd'hui, évidemment, avec le renchérissement du coût du pétrole, chacun l'a bien en tête. Mais même en termes d'attractivité économique, quand on a des villes, des agglomérations qui sont congestionnées, on voit ce que c'est coûteux en termes d'heures travaillées en moins et en termes d'attractivité pour l'implantation, évidemment, d'activités économiques. Nous avions deux grandes revendications à l'occasion de ce COMOP 7. Je vais faire très simple. La première, c'est sur les objectifs. Nous voulions nous inscrire dans le facteur 4 et dans l'objectif européen de diminution de 20% des gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2020. Nous avons réuni pour cela les services de l'ADEME et ceux du GART que je préside, et nous avons dit qu'est-ce qu'il faudrait en termes de transport collectif pour atteindre cette diminution de 20%. On l'a chiffré à 1500 km de TCSP. TCSP, transport en commun en site propre. Pour les plus grandes agglomérations, c'est le métro, c'est le tramway pour la plupart des agglomérations, et pour un certain nombre, les moins importantes, les bus à haut niveau de service. 1500 km chiffrés à 43 milliards d'euros d'ici 2020. 27 pour l'Île-de-France, 16 pour la province. Pourquoi aussi élevé pour l'Île-de-France? Tout simplement parce qu'on ne fait pas que construire des sites nouveaux, il faut encore requalifier et entretenir l'existant qui est dans un état épouvantable. 16 milliards pour la province, et nous avions un accord avec le gouvernement qui était de dire, contrairement à ce qui s'est passé depuis 2004, où vous savez qu'il y a eu un désengagement de l'État dans le financement des infrastructures urbaines en matière de transport en commun, qui est un réengagement à hauteur du quart. Les trois quarts étant pris au plan local, essentiellement, vous le savez, collectivités locales, mais aussi versement transport, près de 40%, et puis, c'est-à-dire les entreprises, et puis pour une partie, évidemment, les usagers. On a topé dans la main. Le soir, à l'Élysée, quand le président de la République a rapporté sur les conclusions du Grenelle de l'environnement, j'ai été évidemment le plus heureux des présidents du GART, quand il a annoncé que l'État s'était trompé, que les gouvernements depuis 2004 n'auraient pas dû se désengager en matière de financement des transports en commun en site propre en milieu urbain. J'ai vu un petit coup de patte, évidemment, du président Sarkozy pour les premiers ministres de Villepin et Raffarin, mais enfin, on en trouvait notre avantage, puisque sur les 16 milliards, il nous annonçait un chèque de 4 milliards. C'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était la gouvernance. Nous disions, profitons de ce qui va être annoncé, notamment dans le cadre du projet de loi, pour améliorer l'organisation des transports en milieu urbain. Il faut qu'au niveau des agglomérations, on soit beaucoup plus cohérent dans l'établissement des plans de déplacement urbain qui soient cohérents avec les plans locaux de l'habitat, avec les plans locaux de l'urbanisme, que les PDU, les PDE, les PDA puissent être coordonnés et animés, et puis que l'ensemble de la politique de déplacement et de stationnement, quand une voiture se déplace, il arrive un moment qu'elle s'arrête pour stationner, que l'ensemble des modes de déplacement, qu'il s'agisse des transports collectifs, mais aussi des modes doux, mais aussi de la voiture partagée, autopartage, covoiturage ou les taxis qui relèvent du service public, eh bien, soit pilotés entre les mêmes mains. Quand vous conduisez une voiture, qu'il y en a un qui appuie sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, le troisième qui change les vitesses, le quatrième qui tourne le volant, si c'est pas la même personne, vous avez des chances de finir dans le ravin. Donc, on demande tout simplement qu'on puisse gouverner avec un seul pilote dans le véhicule. Et que ce véhicule soit un véhicule alternatif à la voiture avec un seul passager. C'est clair, c'est net, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. C'est pour cela que nous voulions qu'au-delà de l'élément quantitatif, il y ait un élément qualitatif permettant de rendre plus cohérent, donc plus efficaces les politiques à mettre en place. Résultat, le compte n'y est pas. Objectif qualitatif, il est annoncé qu'il fallait aller dans cette direction d'une plus grande cohérence entre l'aménagement du territoire et les politiques de transport, qu'il fallait que ce soit au niveau de l'agglomération, qu'il fallait qu'il y ait une meilleure coordination, une prise en compte par la même autorité des politiques de déplacement et les politiques de stationnement, mais malheureusement,
le terme même qui était revendiqué d'autorité organisatrice de la mobilité durable, qui recouvre l'ensemble de ce concept, et pas simplement des transports, n'est pas encore gravé dans les tables de la loi. Et nous nous battrons, c'est clair, jusqu'au bout, pour que cet aspect-là soit pris en compte pour rendre efficace, efficient, évidemment, une politique sur les objectifs généreux que j'ai énoncés par ailleurs. Alors, sur ces objectifs généreux, le compte n'y est pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'avance pas assez vite sur l'Île-de-France. Je vous ai parlé de la partie province. La partie de l'Île-de-France relève d'une discussion devant déboucher sur une convention définitive entre le gouvernement et le syndicat de transport en Île-de-France, le STIF. Tout simplement parce que pendant très longtemps, il y a eu une dérogation. L'Île-de-France n'est pas dans le lot commun. Depuis 3 ans, il y a lot commun. L'Île-de-France est en charge, le Conseil régional d'Île-de-France, à la tutelle désormais des déplacements dans cette région. Sauf qu'il y a eu transfert de l'État au Conseil régional sans qu'il y ait encore accord sur le problème du transfert des moyens, donc du financement. Ça doit être finalisé en principe au cours de l'année 2008. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et nous veillerons évidemment à ce que ce soit finalisé. Alors sur la partie province, vous vous souvenez, 16 milliards, le quart 4 milliards payés par l'État et les 12 milliards au niveau local. Les 4 milliards d'ici 2020 sont devenus, dans le projet de loi actuellement qui va être déposé plus exactement début janvier sur le bureau du Conseil des ministres et ensuite sur le bureau du Parlement, n'annonce que 2 milliards et demi. Non pas d'ici 2020, mais sur les 15 ans. Comme on va commencer au 1er janvier 2009, vous voyez que ça reporte en 2013, le lissement dans le calendrier, et puis le compte n'y est pas sur le montant. Doublement gênant. D'abord, il y a parole du président de la République. C'était un des seuls objectifs qui avait été chiffré, aussi bien sur un plan calendaire que sur un plan budgétaire, financier. Ce n'avait pas été tranché si c'était sous forme budgétaire ou sous forme d'emprunt sur une très longue durée avec des taux très bonifiés. Moi, j'étais plutôt favorable d'ailleurs à la seconde solution, parce qu'on sait ce que c'est. L'annualisation du budget fait qu'on peut partir sur les premières années de façon satisfaisante et ensuite être rattrapé, malheureusement, parce qu'il y a une crise dans le pays. Il est beaucoup mieux d'avoir des engagements qui soient pérennes dans le temps. Mais enfin, bon, la chose n'était pas tranchée. La parole du président de la République est en cause. Ça, c'est très ennuyeux vis-à-vis de la population dans une politique qui est très populaire. Premier point. Deuxième point, on n'est pas dans les clous calendaires. L'engagement est sur 2020 pour être dans l'objectif européen. 2020, c'est pas 2023 ou 2024. Et ça, je crois que c'est une seconde condition qui n'est pas remplie. La troisième, il est évident que le compte n'y est pas non plus sur le plan financier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit on va étaler dans le temps parce qu'on ne peut pas le faire, soit ce sont les collectivités locales, soit les entreprises, soit les deux, qui compenseront le moins à gagner qui ne proviendra donc pas de la part de l'État. Et je dis que là, nous ne pouvons nous en satisfaire. Alors bon, j'ai rencontré évidemment Jean-Louis Borloo depuis. Il m'a dit bon, oui, on va encore en discuter, on en discutera. Et je l'ai prévenu que par gentillesse vis-à-vis de lui permettant de le soutenir dans ces arbitrages qu'on sait difficiles avec Bercy, avec Matignon, le président de la République, qu'on préparait les banderoles pour pouvoir l'accompagner justement à soutenir auprès d'Éric Woerth, de François Fillon, voire de l'Élysée, pour ces revendications justes, utiles, emblématiques du développement durable. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le COMOP 7. Merci, Monsieur le Président Dugart. Et j'enchaîne tout de suite avec donc Alain Mogard, président du CSTB, qui lui pilotait et rapportait ce COMOP 1, bâtiment neuf, public et privé. Bon, ça marche là. Bon, on voit déjà l'ambiance qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale là au cours du vote de la loi. Bon, allez, moi je vais en mettre après. Françoise Hélène Jourda, là, je vais lui dire. Bon, il y a quelque chose, oui, je comprends très bien d'ailleurs. Il y a quelque chose
où d'entrée de jeu, je lui dis que, enfin, moi, mon point de vue, que sa colère est tout à fait une grande et belle colère, parce que, eh bien, disons c'est elle l'une des pionnières, c'est elle peut-être la pionnière. Il y a eu beaucoup de monde autour d'elle, etc., et que elle a raison de secouer le cocotier, etc. La seule différence que je veux faire comme ambiance, c'est que elle nous met tous au fin fond de l'échelle, tout le monde dans le caca, on est tous nuls, etc. Bon, je raisonne un peu comme un sportif. Quand vous démarrez un match et que l'entraîneur vous dit ben vous êtes des nuls et puis je vois vraiment pas comment vous allez y arriver, etc. Pour gagner le match, c'est assez difficile. Bon, donc je vais un peu jouer après elle l'idée qu'on peut quand même gagner le match, qu'on n'est pas les nuls des nuls, et qu'on n'a pas fait que erreur sur erreur. Bon, mais ceci dit, il faut avoir un peu de lucidité. Elle remarquera, Françoise Jourdain, que dans le COMOP que je préside, elle a pu s'exprimer, elle est venue s'exprimer, et je crois que c'est important. Et ça va peut-être la surprendre, on n'a pas oublié totalement ce qu'elle a dit, on n'a pas forcément repris tout ce qu'elle a dit, mais il y a quand même des choses qui transpirent. Et puis il y a eu aussi le Grenelle avant, hein, il faut quand même pas dire qu'il s'est rien passé dans le Grenelle. Au-delà du sujet politique, droite-gauche, qui n'était pas celui-là, ça a été un moment de rencontre avec les ONG, ça a été un moment de rencontre avec une certaine vérité de ton, et il me semble, en tout cas pour le secteur du bâtiment, que c'est un secteur dans lequel on a fait du parcours ensemble, sans se diviser, ensemble. Alors je peux vous dire donc, sur notre secteur du bâtiment, pour la construction neuve, quel est le parcours et qu'est-ce qu'on propose en tant que COMOP. Et puis, je donnerai mon opinion, parce que j'ai une petite opinion aussi sur l'urbanisme, la ville durable, les transports. Sinon, il n'y a pas de débat. On parle les uns après les autres. Alors, sur le bâtiment neuf, l'option, c'est de passer tout de suite, si je puis dire, à la génération 2012, à la génération 50 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire une très faible consommation d'énergie, c'est-à-dire une grande efficacité énergétique. Et nous disons tout de suite, parce que nous pensons que, il ne faut surtout pas s'arrêter dans des étapes intermédiaires, comme proposé d'ailleurs dans les décisions du Grenelle, où on parle du niveau THPE, c'est-à-dire très haute performance énergétique, qui est entre la RT 2005 et ces bâtiments basse consommation à 50 kWh. Nous pensons, ça c'est la recommandation première du COMOP, c'est qu'il faut tout de suite se frotter à ça. C'est-à-dire pas d'étage intermédiaire, on va tout de suite à l'ambition 50 kWh. Et cette ambition 50 kWh, elle a un intérêt, c'est que c'est à peu près à ce seuil-là qu'on peut espérer avoir des bâtiments énergie positive. C'est-à-dire que c'est à 50 kWh que ça vaut le coup de fabriquer tout ou partie de ces 50 kWh. Et même souvent on s'aperçoit qu'on peut en faire plus que 50 kWh. Et donc si on en fait plus, on est sur ce qu'on peut appeler des bâtiments énergie positive, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et à ce moment-là, dans ce qu'a décrit notamment Françoise Jourdain, tout découle. Parce que si les bâtiments sont peu consommateurs d'énergie et donc peu fabricants d'effets de serre pendant la phase d'exploitation, il faut s'intéresser à l'énergie grise et à l'effet de serre gris qu'il y a dans la construction, démolition des bâtiments. C'est parce qu'on aura effacé, si je puis dire, la consommation énergétique et l'effet de serre dans la phase d'exploitation que revient au premier plan, qui était masqué auparavant par le trop-plein, si je puis dire, de la phase d'exploitation, la question de l'énergie grise. Et donc sur la question de l'énergie grise va effectivement revenir au premier plan. Il va falloir qu'on calcule qu'on fasse un bilan environnemental. Je parle d'énergie, mais elle a tout à fait raison d'insister sur tous les aspects environnementaux. Donc, vous voyez bien en quoi c'est stratégique d'aller à ce niveau d'exigence à 50 kWh. Alors, au fond, le COMOP, il dit que ça. On ne pourrait pas dire, il n'est pas compliqué, il tire une seule idée, on vise tout de suite quelque chose d'ambitieux. Alors ensuite, on déroule les conséquences et les adaptations nécessaires. Et elles sont de grande envergure. Bon, la première, je le dis tout de suite, c'est une bataille qui s'est déjà déclenchée sur le 50 kWh par mètre carré par an. On le calcule en énergie primaire ou pas. On le calcule, c'est l'état actuel du projet de loi. Je peux vous dire que ça a tremblé jusqu'au dernier moment en énergie primaire. Ça veut dire que s'il y a de l'énergie électrique, il faudra faire 19 kWh, puisqu'il y a un coefficient de 58
entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Et donc, on est en France, mais dans d'autres pays, ça peut être 2, dans d'autres, c'est 2,60, etc. Ça se discute d'ailleurs, vous voyez la bataille qu'il va y avoir sur le coefficient, mais il n'empêche que c'est une première idée importante. Et alors, tout de suite, la conséquence, c'est qu'il faudra qu'on raisonne à la fois en fiche énergétique, et ça, c'est déjà la fiche avec rouge qui va vers le vert, et ce qui sera plus nouveau, en fiche carbone aussi, pour commencer à informer les gens sur la façon dont on arrive à la consommation de 50 kWh par mètre carré et par an. Parce qu'effectivement, si des systèmes comme le gaz et le fioul peuvent être à 50 kWh, puisque l'énergie primaire égale l'énergie finale, quand on va regarder la fiche carbone de ces deux options, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus carboné que la solution électrique. Et donc déjà se joue le sprint final que l'on sent, c'est-à-dire que si on passe à des bâtiments à énergie positive, il faut que cette énergie positive soit faite avec des énergies renouvelables, et il faut donc que ces bâtiments à énergie positive soient totalement décarbonés en phase d'exploitation. C'est zéro carbone qui est l'ambition de ces bâtiments à énergie positive. Et là, effectivement, il peut y avoir des solutions électriques à zéro carbone. Donc on voit bien que le point de passage qu'on est en train de jouer, c'est aller diminuer suffisamment la consommation électrique pour qu'on puisse la fabriquer par du photovoltaïque ou fabriquer de la chaleur par du solaire thermique pour arriver à quelque chose qui est... Mais alors ça, c'est un événement majeur, parce que le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40% de l'énergie et qui est en France à 25% de carbone, enfin d'effet de serre, et dans tous les pays qui ne sont pas nucléarisés à 33-34%, eh bien à ce moment-là, en phase d'exploitation, arriverait à faire zéro effet de serre et zéro consommation d'énergie. Il ne resterait plus, la grosse question, je l'ai dit, d'énergie grise et effet de serre. Mais c'est un événement majeur. C'est-à-dire que les transports, ils vont en baver. Enfin, je me tourne parce que je suis outil transport, ça va pas se faire comme ça. La mobilité, c'est un droit de la liberté d'ailleurs, et donc on va pas pouvoir l'atteindre. Mais dans le bâtiment, on a cette possibilité de faire. Et alors ici, là, je sens bien qu'il y a une majorité d'architectes et d'urbanistes. Quand je les entends me dire, mais pourquoi vous vous excitez sur ces objectifs technicistes? Ce n'est pas des objectifs technicistes, c'est des objectifs politiques que je suis en train de vous donner. Quand un secteur a cette potentialité, quel est le politique qui s'en priverait? Donc nous, on a quoi? Nous, c'est nous, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, industriels, on n'a qu'une seule idée, qu'une seule ambition, c'est d'être à la hauteur de cet objectif politique. Rarement on a eu quelque chose d'aussi ambitieux devant nous. Moi, je dis que la jeune génération, elle a un pot formidable, elle a devant elle un des plus grands projets que l'on ait rarement eu depuis longtemps. Voilà. Alors, je n'ai pas dit qu'on allait y arriver, mais je suis là pour remonter le moral. On va essayer de travailler, non, mais on va essayer de travailler intelligemment. Première idée. On va essayer d'enlever tous les obstacles qu'on a eus. On serait quand même con si on ne les enlevait pas. Donc, dans tout l'inventaire, une des premières choses que j'ai proposées, Charignon est témoin, c'est qu'il nous sorte tout le bêtisier ou tous les freins qu'il avait à l'heure actuelle. Et je lui réponds ici, publiquement, on l'étudie. On ne dit pas on s'en fout, c'est l'inverse. On dit il faut absolument faire sauter tous ces freins. Quand Françoise-Hélène Jourda dit « mais je peux construire comme ça à l'étranger, pourquoi dès que je passe la frontière je ne peux pas le faire ?» Eh bien étudions-le, regardons-le, on ne va quand même pas être stupide au point de ne pas, surtout quand on a pris du retard, ce qui était exact par rapport à nos voisins. Le seul truc où je veux lui dire, c'est qu'on a pris du retard, mais en même temps on a envie de rattraper le voisin. Donc en sportif que je suis, d'accord, dans la dernière ligne droite, le 400 mètres, on était loin. Mais on a connu des cours qui remontent, hein, vous savez, moi je suis un peu sportif, là, il y en a qui coiffent tout le monde dans la dernière ligne droite. Donc soyons de ceux qui ont le moral de gagner dans la dernière ligne droite. Bon, alors, donc, sur cette affaire de 50 kWh, vous voyez, il y aura des fiches carbone, des fiches énergie et des fiches carbone. Sur l'énergie grise, il y aura des fiches aussi, nous proposons des fiches énergie grise et des fiches carbone gris. Et donc, vous les architectes, vous aurez le choix de la conception et des matériaux en ayant ces ambitions qui sont à la fois sur la consommation, l'exploitation et qui sont aussi sur la construction. Vous aurez des bases d'information. On n'est pas si nul que ça. On est en retard, mais on rattrape sur la base IGNIES qui est en train de se constituer. Dans cette base, vous aurez des informations sur toutes les caractéristiques environnementales des matériaux. Comment voulez-vous travailler, vous, les archis, si vous n'avez pas ces informations-là? C'est un peu compliqué. On essaie de rendre plus facile la conversion des informations élémentaires sur les matériaux pour aller
sur des exploitations dans la conception bâtiment. On est un peu en retard, mais dans d'autres pays non plus, ils ne l'ont pas encore. Donc c'est un truc qui est assez dur. Et donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on rattrape notre retard vraisemblablement. Mais là-dessus, on est encore dans la course. Alors, il y a un hic, c'est pas la peine de tourner. Dans la base Ignace, il n'y a que les volontaires qui y sont à l'heure actuelle. Et qui est volontaire? Ceux qui sont plutôt pas mauvais dans le score. Comprenez que qui est un peu merdeux et qui va se pointer dans la base Ignace pour mettre ses produits merdeux, il ne va pas le faire spontanément. Alors on a trouvé une parade. Bon, soit le législateur le rend obligatoire, c'est une idée. Soit l'autre parade, c'est d'évaluer par défaut les familles qui ne veulent pas se déclarer et faire des fiches. Par défaut, ça veut dire qu'on va les handicaper, puisqu'on va faire ça à la grosse, de 15 ou 20%. Ça va les énerver, donc ils vont préférer mettre les chiffres exacts. Mais il faut que nous complétions complètement cette base. Bon. Alors, maintenant, je progresse pour lancer cette génération 2012, il faut des labels. Et moi, je ne fais pas de différence. Il y a des labels qui sont autoproclamés et des labels qui sont certifiés. Il faut des labels certifiés, c'est-à-dire qui sont vérifiés par tierce partie. Donc, il y aura des labels pour cette génération 50 kWh, qui est fabriquée en France de façon collective avec l'association Effinergie, qui rassemble, vous le savez, 17 des 22 régions, donc qui tient compte des conditions locales, parce que c'est une idée intéressante, évidemment, et qui travaille en s'inspirant de ce qui a été fait chez nos voisins, notamment le label Minergie, puisque c'est pas très loin, vous le sentez bien, donc on va pas tout refaire différemment. 5 minutes, oui, j'ai compris. Bon, là, ça déstructure un peu, donc je perds 10 secondes, vous me rajoutez 10 secondes. Bon. Donc on va faire ces labels. Il y aura des labels à bâtiment énergie positive. Alors quelque chose auquel on est sensible, il ne faut pas qu'il y ait une distorsion et que ce soit que trop énergétique. C'est-à-dire que ce soit que du BBC ou que du bâtiment énergie positive. Il y a tous les autres aspects de la qualité environnementale. Donc il faut faire, moi j'ai appelé ça HQ2E pour montrer que ça serait de la haute qualité environnementale, de la vraie, je suis prêt à en parler bien sûr, et de la vraie haute qualité environnementale avec une dimension énergétique qui serait boostée. C'est ça l'idée. Donc on pourrait imaginer des HQE rénovés, je vais vous en parler, au niveau BBC, 50 kW, et des HQE rénovés au niveau bâtiment énergie positive. Voilà l'idée. Alors comment le rénover? Eh bien le rénover, il y a beaucoup de juste en disant que ce n'est pas la peine de diverger systématiquement de ce qui se fait dans d'autres pays et chez nos voisins, donc il y a l'idée de converger. Je signale que depuis un mois, nous avons pris une initiative qui est de créer SB Alliance, c'est-à-dire Sustainable Building Alliance. Nous sommes rapprochés, nous CSTB, puisqu'on est un peu fer de lance de HQE des Britanniques Breham. Nous avons passé un accord avec le BRE et Breham. Nous donnons la place aux Allemands et nous allons lancer à Stuttgart les bases d'une alliance européenne, mais plus large aussi mondiale, et dans lesquelles il y aura au départ un tripode anglais, allemand, français. Voilà, je peux vous le dire. Et donc qui intégrera des idées sur le comptage des points, etc., comme ça a été dit. Alors maintenant, 2 idées complémentaires. Il faut que nous rebrassions les règles de l'art qui ne sont pas faites pour ces bâtiments énergie positive et 50 kWh. Donc nous sommes en train de les remanier tous ensemble. Il y aura un travail de tous les acteurs pour les rendre cohérentes. Il y aura un grand besoin de formation. Les entrepreneurs et les artisans ont commencé à se donner les moyens en pompant de l'argent sur les certificats d'économie d'énergie. Il y a une 40aine de millions d'euros qui est prévu pour se former. Ça va être dur, parce qu'on part de loin, je suis entièrement d'accord. Cette formation, d'ailleurs, il faudrait que vous puissiez en disposer aussi, les concepteurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les entrepreneurs qui se forment. Donc il faut qu'on puisse dévier cette manne, cette nouvelle matière qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie sur ça. Alors c'est dommage, mais j'ai trop parlé, la Desto est partie. J'avais quand même 2-3 idées sur qu'est-ce qui n'est pas abouti dans le Grenelle. Bon, la première idée, il l'a dit, c'est quoi? C'est qu'il faut une responsabilité commune pour le bâtiment, l'urbanisme et les transports. Car ce qu'il faut traiter, c'est les 3 à la fois,
et c'est la question de la ville durable qui est la question à traiter. Nous, on est allé loin dans le bâtiment, mais on comprend bien que l'optimum du bâtiment tout seul n'a pas de sens. Si c'est pour construire un bâtiment à énergie positive qui est absolument mal desservi, et pour y aller, pour en ressortir, on dépense énormément de carbone, c'est que dalle, le projet. Donc, c'est clair que le projet, c'est l'organisation de l'espace, disons, de l'organisation de la civilisation urbaine. Avec une question qui est fondamentale, qui est la question de la densité, ou du moins d'une forme de densification et du non-étalement. Et là, il y a quelque chose qui manque. Première chose qui manque dans le Grenelle, on ne s'est pas attaqué à une gouvernance unique pour les trois. Je vous dis tout de suite, ça s'est passé lorsque le Grenelle s'est baladé en province, les maires n'ont pas voulu lâcher l'urbanisme, ils ne veulent pas faire remonter l'urbanisme au niveau de la... Voilà, pas la peine de tourner autour du pot. Le gouvernement, pour le moment, il ne sait pas coltiner ce problème-là. Mais très franchement, il faut se le coltiner. Bon. La deuxième, merde, je suis en train de l'oublier. Ah oui, la deuxième idée qui manque, c'est le foncier. Il y a, vous comprenez, dans le Grenelle, on ne peut pas dire qu'on veut construire 500 000 logements sans dire où on va les construire. Pour les construire, il faut créer du droit à construire. Ce n'est pas en étant malthusien sur la création du droit à construire qu'on va pouvoir faire ça. Parce que si on est malthusien sur le droit à construire, le prix du foncier va augmenter et l'étalement augmentera parce que l'étalement n'est pas un étalement voulu, c'est un étalement contraint par le foncier. Contraint par le foncier. Donc, personne ne le dit avec courage, mais il faut le dire. Il n'y a aucune raison que toute la richesse qui s'est dégagée parce qu'on a baissé les taux des emprunts, etc., est allée se mettre en totalité dans la rente foncière. Quand les logements anciens valent 1 000 € de plus à Grenoble, 2 000 ou 3 000 € de plus à Paris, tout est allé dans la rente foncière. Eh bien, il n'y a qu'une seule idée, il faut repiquer à la rente foncière ce qu'elle a pris indûment. Et si Desto était là, j'espère qu'il y a des gens de la mairie de Grenoble, bon, il faut, sur le financement des transports, récupérer sur la rente foncière. En première analyse, un tramway crée 3 fois plus de rente foncière que le coût de fabrication. Qu'est-ce qu'on attend pour trouver un système qui fait payer par le foncier les transports? Qu'est-ce qu'on attend pour faire payer par le foncier un certain nombre d'implantations de logements sociaux et de logements de grande qualité? Et donc, si on ne s'y attaque pas, c'est la grosse contradiction du Grenelle. Parce que il n'y a pas le compte, là c'était droite-gauche, vous avez compris le truc, mais le truc c'est vrai, il n'y a pas des sous. Donc à quoi ça sert d'aller se battre pour faire constater qu'il n'y a pas les comptes si on n'a pas, alors, bien sûr, selon les bords, on peut décider l'arbitrage différent, j'ai bien compris, ça je ne suis pas idiot, je ne suis pas un homme politique, mais il faut trouver d'autres sources de financement. Voilà. Donc ça, je crois que nous avons tous intérêt à essayer de se coltiner la question foncière. Voilà ce que je voulais dire. Et dernière chose, puisque je suis avec vous, je crois un truc. Je crois que à l'ingénierie concourante, au sens à la conception ensemble, architectes, urbanistes et ingénieurs de ces projets. Et j'y crois d'autant plus que je crois que c'est une erreur historique si on s'isole. Et quand je dis ça, c'est aussi, je m'applique aux ingénieurs, une autre idée. Il faut que les ingénieurs ils se mettent à aimer aussi l'architecture, à aimer l'urbanisme, à arrêter de répondre qu'à une question, oui mais me sifflez pas, hein, qu'à une question partielle, et il faut qu'ils rentrent dans vos équipes et qu'ils aient envie du projet comme vous, qu'ils aiment le projet que vous faites. Mais à ce moment-là, ça s'appelle l'ingénierie concourante, et ça, je crois qu'il faut qu'on aille vers quelque chose de ce type. Parce que c'est comme ça, et je le dis aussi à ma façon, que vous ne vous ferez pas dominer par une hypertrophie de la technicité. La seule façon qu'il n'y ait pas hypertrophie de la technicité, c'est que vous l'ayez en vous, en l'incorporant en vous, à vos côtés. C'est mon point de vue. Voilà, je voulais le dire.